Bonjour à tous et bienvenue dans Smart & Strat, l'émission qui passe au crible les stratégies des entreprises. Avec Benjamin, on est heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro. Bonjour Benjamin. Bonjour Florence. Les dirigeants viennent nous parler de leur secteur, de leurs projets, de la façon dont ils voient l'avenir. Et on verra aussi avec vous, Benjamin, l'information qui a retenu votre attention ces dernières semaines. On va faire un tour dans le métaverse. Vous nous en direz plus. Après votre choix, ça bouge dans le secteur de nos invités. Dans le domaine des fonds d'investissement, tout d'abord, nous verrons avec Clara Guémard, cofondatrice de Raise, que business et bienveillance peuvent faire bon ménage. Bonjour Clara Guémard. Bonjour. Un point de vue d'ailleurs qui est partagé par Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval. Bonjour Pauline Duval. Et le cœur de métier de votre groupe, c'est l'immobilier, mais vous investissez aussi dans les startups innovantes. Donc bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Face à ces enjeux, quel virage stratégique opérer, négocier, comment avancer dans Next Step? Nos invités nous livreront leurs orientations pour les mois et peut-être aussi les années qui viennent. Et puis enfin, c'est le moment très attendu, les bonnes notes du mois, puisqu'elles récompensent les meilleures initiatives d'un point de vue stratégique. Allez, Smart & Strat, c'est parti. Et tout de suite, c'est le choix de Benjamin. Et votre choix, Benjamin, se porte sur Carrefour, donc, qui se lance dans la digitalisation à pas de géant. S'il ne fallait retenir qu'un seul mot du mandat d'Alexandre Bompard pour le qualifier à la tête du groupe Carrefour, eh bien ce serait celui de transition. Après la transition alimentaire, place à la transition numérique et au digital. Et si celle-ci n'est pas tout à fait une nouveauté, elle a pris ces derniers mois une place décisive dans la stratégie de croissance du groupe. Loin de se contenter d'une application pour faire ses courses en ligne, Carrefour voit grand et surtout Carrefour voit loin. On apprenait ainsi il y a quelques jours que le groupe est désormais l'heureux propriétaire d'un nouveau terrain. Rien d'étonnant jusqu'ici, si ce n'est qu'il s'agit d'un terrain 100% virtuel, se trouvant dans ce nouveau monde parallèle que l'on appelle le métaverse. Pour le visiter, rendez-vous sur The Sandbox aux coordonnées géographiques 33 147. Vous y trouverez un terrain constitué de 9 parcelles qui correspondent à l'équivalent de 30 supermarchés avec un avantage immense, pas de commission départementale d'équipement commercial et pas de problème de permis de construire. Bien que Carrefour n'ait pas encore dévoilé l'usage qui sera fait du terrain, nous le devinons aisément. Vente de non-fungible tokens, on en avait parlé ici, souvenez-vous Florence. Expérience de shopping virtuel, les possibilités sont nombreuses, mais répondent toutes à une même réalité, la place prépondérante que devrait prendre le métaverse dans nos vies futures. Nombreuses sont les marques qui ont évidemment commencé à s'y préparer, comme Walmart, qui a récemment déposé des brevets pour des monnaies numériques et des NFT, ou encore Adidas, ou encore Gap, qui ont lancé leurs propres NFT sur des plateformes. L'Oréal également propose du maquillage virtuel pour aller faire virtuellement vos courses dans le métaverse. Donc vous voyez qu'on pousse la logique jusqu'au bout, aucun doute donc sur le caractère stratégique de la transaction effectuée par Carrefour sur Sandbox. Futur proche ou avenir lointain, la question demeure, mais le groupe est prêt à y faire face. Enfin quand même, ce métaverse c'est un peu loin encore de notre quotidien. Est-ce que Carrefour n'a pas une stratégie dans le digital à plus court terme ? Et oui, Florence, c'est là que la stratégie de Carrefour est évidemment bien rodée. Loin de se contenter d'acquérir des terrains dans le métaverse, il s'apprête aussi à faire le show à travers son partenariat avec un média Brut, star des vidéos sur les réseaux sociaux depuis déjà quelques années. Au programme Brut Shop, qui produira et diffusera des émissions de vente via les canaux d'information de Brut. De quoi rajeunir un peu le téléachat légèrement poussiéreux que chacun a eu l'occasion, dans les phases de Covid, dans le lit le matin, de regarder vers 9h30. Mais c'est un peu vieillot. Son principe, c'est simple, vendre des produits responsables, bien sûr, grâce à des influenceurs. Une manière originale et efficace de s'adapter aux habitudes de consommation de nouveaux publics, dans l'objectif, bien sûr, de consolider des parts de marché. Côté e-commerce, toujours le développement des dark stores. Vous avez connu les dark kitchens, toujours grâce à la pandémie, qui se sont développés. Et bien désormais, ce sont les dark stores, les mêmes modèles que les dark kitchens, avec des livraisons express à domicile qui permettent de satisfaire aux nouvelles exigences du marché. L'objectif, c'est 20% du commerce de détail en France en 2030, c'est déjà 50% en Chine, alors avec un modèle de consommation évidemment un peu différent, mais on voit que la croissance sera au rendez-vous. Carrefour se prépare donc à répondre à la demande et ambitionne de devenir une Digital Retail Company, comme affiché lors de sa présentation de sa stratégie digitale. Rendez-vous en 2026 pour voir si le groupe aura mené à bien cette transformation importante. Alors on voit que Carrefour a bien décortiqué les habitudes de consommation, mais cette stratégie digitale de Carrefour, elle est seulement tournée vers les consommateurs ou elle va concerner aussi le fonctionnement interne du groupe ? Out et in.
La stratégie de Carrefour ne se contente effectivement pas de s'adresser à ces canaux de distribution traditionnels, de les diversifier, ni au consommateur final, mais s'appuie sur un très vaste chantier de digitalisation de ces processus et des prises de décision en interne. En quelques années, Carrefour a développé le numérique pour améliorer l'expérience des clients, mais surtout pour améliorer le travail en son sein entre ses collaborateurs. Et c'est pourquoi la direction financière du groupe passe au digital avec un programme mondial qui s'appelle COFI, comme Co-Construct Our Finance for Extended Efficiency, en bon français. Celui-ci repose donc sur l'harmonisation et le partage des données via une interface unifiée. Cette transformation permet notamment un accès aux données en temps réel, ce qui est évidemment très précieux lorsque vous êtes au fond dans chaque hypermarché un asset manager attentif aux moindres variations. Cette digitalisation des fonctions financières du groupe est aussi un pas vers le futur pour Carrefour, avec de nouveaux indicateurs stratégiques qui pourraient en être tirés, avec par exemple une accélération de la transition environnementale du groupe. Je crois que nos deux invités aujourd'hui pourront en parler. Elles y sont évidemment très sensibles dans leurs activités respectives, et notamment à l'accélération environnementale grâce aux données récoltées plus détaillées sur les indicateurs de l'ESG. Stratégie à suivre donc, Florence, et rendez-vous très prochainement dans le métaverse pour découvrir les expériences que Carrefour prépare sur sa parcelle et dépenser de l'argent sonnant et trébuchant, lui. On a hâte de voir ça. J'aimerais quand même faire réagir nos invités. Ça vous concerne en premier plan, là, cette stratégie de digitalisation de Carrefour, Clara Guémard? Très heureux, parce qu'une de nos participations, qui s'appelle Kona House, qui fait de la transaction des bitcoins, a aidé et accompagné Carrefour dans cette transformation. Ce qu'il faut voir aussi, peut-être dire, c'est que ce métaverse, c'est en fait un magasin artificiel, mais les courses, les produits, on va les avoir en vrai chez soi. Hein, donc, on reste quand même en contact avec le réel. Et je voulais juste réagir en disant qu'en fait, il y a quand même 5 grandes tendances aujourd'hui. Benjamin, vous l'avez dit, il y a le métaverse, il y a les NFT, il y a le Web3, il y a bien sûr en premier lieu l'environnement. Il y a effectivement le paiement sans friction, le fait de pouvoir faire de l'expérience de consommateur. Et puis, il y a aussi la culture d'entreprise. Carrefour essaye de rassembler tout ça, mais comment on change la façon dont on travaille ensemble, et au fond, toutes les stratégies aujourd'hui des entreprises, petites, grandes ou moyennes, tendent vers ces 5 tendances. Et c'est vrai que la période qu'on vient de vivre, vous l'avez sans doute vécu dans beaucoup des participations que vous avez, peut-être vous, Pauline, au sein de votre groupe, mais a été un peu un saut quantique dans la manière dont on a accéléré les méthodes de collaboration et la manière dont on travaille aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En fait, il y a digitalisation et digitalisation. Là, en l'occurrence, je pense que Carrefour a très envie de créer du lien, surtout suite au Covid. Finalement, la plupart des marques ont besoin de recréer du lien. Donc là, il y a créer du lien sur Internet, sur le Web3, en magasin. Il faut penser aussi à une façon de vendre, une omnicanalité, et cette hybridité qu'ils sont en train de faire avec le Web3. C'est intéressant, je pense. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler. A priori, je pense que la tendance que nous avions identifiée est durable. La tendance est durable, comme vous le dites. Allez, on poursuit cette émission avec nos invités, puisque ça bouge dans leur secteur. Place au Move. Quand on parle d'investissement à impact, on se demande souvent s'il s'agit d'un véritable engagement ou alors d'une démarche purement marketing. Clara Guémard, vous avez fondé donc il y a 9 ans. 8 ans avec Gonzague de Blinière, la société d'investissement REZ, pour montrer qu'il y a une autre façon d'entreprendre. REZ est un acteur majeur sur le marché du private equity notamment. Alors parlons un petit peu du contexte économique. Le Covid est toujours là, mais l'activité redémarre plus vite que prévu, plus 7% pour la croissance. Un rebond spectaculaire. Comment se présente 2022 ? Quand on observe aujourd'hui les choses, on voit, avec Gonzague, on avait eu cette idée dès le départ que si on attaque la raison d'être d'abord et on met les choses qui sont importantes pour les gens. La première, c'est bien sûr l'environnement, la parité. Dans la finance, ce n'était pas le cas. Nous, on a mis la parité en tête. Et les questions sociales, parce qu'il n'y aura pas de transformation environnementale sans traiter les questions sociales. On gagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les 50 participations que nous, on a et qu'on voit aussi dans tout l'écosystème des fonds d'investissement, celles qui ont le mieux performé, ce n'est pas forcément celles qui sont que dans le digital,
parce qu'évidemment, le digital a explosé. On a par exemple une participation dans Livestorm qui fait des webinars. Évidemment, ça a très très bien marché. On parlait ensemble de Virtuo qui fait de la location de voitures sans avoir besoin de passer par une agence. Ça a très bien marché. Mais on voit que celles qui ont vraiment passé le Covid sont celles qui avaient mis dès le départ ces enjeux environnementaux et sociaux et d'impact. Ça, c'est la première clé qu'on peut dégager. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, tous les grands investisseurs veulent des marqueurs et des marqueurs environnementaux. Nous, on a créé une méthodologie à impact qui nous permet de mesurer à la fois en valeur et en volume dans nos participations l'évolution de l'impact. Et nos grands investisseurs qui sont à nos côtés nous demandent de façon très, très précise, parce qu'ils ont besoin de le dire à leurs parties prenantes. Et c'est vrai aussi pour les grandes entreprises qui, aujourd'hui, quand elles signent des contrats, doivent d'abord avoir des impacts environnementaux clairement indiqués avant même qu'on parle du prix, de la prestation, etc. Donc on voit qu'en 2 ans, il y a eu un shift extrêmement important. Alors, il porte essentiellement sur la question climatique parce que c'est celle qu'on sait le mieux noter aujourd'hui, mais elle va aller évidemment sur les questions de biodiversité. On le voit aussi dans la transition agricole. Beaucoup de fonds d'investissement à impact investissent dans le domaine agricole. Et nous, quand on a commencé sur l'impact, on se disait le social, ça va peut-être être plus compliqué. Et en réalité, non, puisqu'on a investi dans des entreprises dans le social, on a investi dans des entreprises qui font de l'accompagnement aux personnes, on a investi dans des entreprises comme la Garrigue, qui font des prothèses, des prothèses pour handicapés. On a investi dans la formation des jeunes dans les campagnes, et notamment dans le problème de l'alternance, qui est un sujet qui était mal adressé en France. Et donc on voit que tous ces sujets à la fois d'enseignement, d'insertion et de prise en compte de la dimension sociale est clé pour arriver à la question, à résoudre la question environnementale. A fait ce pari-là au tout départ. Est-ce que aujourd'hui vous considérez que, au fond, ça s'est non pas standardisé, mais on fait du reporting et de la quantification intelligente. C'est-à-dire que avant, c'était un nice to have de parler de ESG, de responsabilité, d'impact. Aujourd'hui, c'est un must-have. Mais comme c'est un must-have, ça s'est professionnalisé, et y compris vis-à-vis de vos parties prenantes, dans les demandes qui sont celles des investisseurs qui placent leurs fonds chez Raise. Comment est-ce que ça s'est professionnalisé? Parce qu'au fond, c'était non pas intuitif il y a 10 ou 15 ans, mais ça restait relativement artisanal. Est-ce que là, il y a vraiment une professionnalisation? C'est-à-dire qu'on est passé du nice to have à l'idée que c'était bien. Donc, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, le greenwashing ou le social washing, au fait que ce soit les investisseurs, les parties prenantes ou même les entreprises dans lesquelles on investit nous ont dit, nous, on a besoin de cela. Donc, nous, on l'a fait dès le départ, mais aujourd'hui, tous les fonds viennent à donner des outils pour que les entreprises dans lesquelles ils investissent puissent avoir les bons KPIs, comme on dit en français, pour l'ESG. Nous, on vient d'ouvrir un fonds avec Gonzague et les équipes qui s'appelle Seed for Good, avec l'idée d'aider les startups quand elles naissent à avoir la bonne méthodologie en environnement, en gouvernance et en social, parce qu'on sait que lorsqu'elles vont lever des séries A ou des séries B, ça leur sera demandé. Donc et on a la chance d'avoir justement bâti, nous, une méthodologie qu'on a évidemment adaptée à leur taille. Et elles viennent plutôt chez nous. On vient de lever ce fonds, on a investi dans Helios, qui est une jeune banque dirigée par 2 femmes notamment, qui est une néobanque qui permet de garantir que l'argent sera placé que dans des sujets environnementaux. On a investi dans l'IXO, qui fait à la fois de l'imagerie et de l'intelligence artificielle pour la détection des déchets. Et on a investi dans Powers, qui fait du logiciel pour jeunes enfants, pour des jeux éducatifs pour jeunes enfants, puisqu'on sait qu'il y a une addiction très forte des jeunes enfants aux écrans, donc autant que ce soit utile. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les startups qui naissent sont exclusivement sur ces sujets-là, parce que c'était une contrainte, et maintenant c'est une très grande opportunité de marché. On est dans une période très propice pour les fonds d'investissement. On se dit même que le record de transactions de 2018 pourrait être dépassé. Quelle part, justement, pour ces fonds
écologiquement et socialement responsables. Alors, qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui? Alors, le pourcentage, je ne saurais pas vous dire. Ce qui est vrai, c'est que pour la tendance. Les startups, c'est des chiffres qui paraissent inimaginables, parce qu'en 2014, la progression entre 2014 et maintenant, c'est 1200% de fonds investis dans les startups. Autrefois, on n'investissait pas dans les startups parce qu'on se disait qu'on allait perdre toutes ces plumes. Aujourd'hui, il y a une valorisation du marché des startups. Alors, le chiffre, c'est difficile de quantifier exactement le pourcentage qui va vers l'environnemental et le social, mais en gros, les deux grandes tendances, c'est le digital et le social et l'environnemental. Ce qu'on voit, et c'est ça, je trouve, le plus intéressant, surtout dans la France d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de startups qui se lancent dans l'industrie. Elles ont du mal à se financer, donc si vous pouvez les inviter pour qu'elles trouvent du financement, parce que des startups qui font du SaaS, ça y est, le marché est là, les investisseurs ont compris ce que c'était que le SaaS. La petite transformation industrielle, c'est plus compliqué de trouver du financement. Or, c'est la clé de la réindustrialisation de notre pays. Et l'internationalisation des financements, parce que pour le coup, la France a retrouvé de l'attractivité, en particulier, l'écosystème French Tech a été quand même une redoutable efficacité. Et c'est vrai qu'on voit des très grands fonds américains ou même des hedge funds venir investir dans nos licornes. On a des troupeaux de licornes en France désormais, donc avec un rythme un peu effréné depuis 2 ans notamment. Comment est-ce que vous vivez ça? Parce qu'au fond, c'était un marché qui était non pas une chasse gardée pour les fonds français, mais malgré tout, on avait un accès plus direct. Est-ce qu'ils cèdent trop facilement aux sirènes de l'étranger, ou est-ce que malgré tout, il y a un petit peu de patriotisme économique chez les jeunes startups? La vérité m'oblige à dire que, Benjamin, vous avez très bien posé le problème. On n'a pas aujourd'hui suffisamment de grands fonds français, européens, qui permettent de répondre à leurs demandes, parce qu'elles partent tout de suite à l'international. Et aujourd'hui, on est capable de mettre 10, 20, 30, 50 millions d'euros. Mais quand on passe à 300 millions d'euros, vous n'avez pas d'acteurs européens. Donc ça, c'est vraiment la prochaine pierre qu'il faut mettre à l'édifice. On est arrivé à faire tout le reste, mais il nous faut des gros fonds. Sur des startups ou sur du scale-up? Parce que c'est un peu les deux, au fond. Les deux, parce que vous en avez certaines qui vont tellement vite qu'elles passent du start-up à scale-up. Et sur l'impact, nous, on a créé un fonds de 250 millions d'euros sur l'impact, parce qu'on veut adresser non pas les start-up, mais la transformation des PME. C'est majeur de pouvoir mettre des tickets de 10 à 20 millions d'euros qui permettent de transformer l'existant. Ça aussi, il faut l'adresser. Mais des fonds d'impact à 250 millions d'euros en France, et je crois qu'on est à peu près le seul, les autres sont plus petits. Donc, vous touchez du doigt un des sujets majeurs qu'on a, c'est qu'effectivement, elles sont toutes financées par les Américains. Il ne faut pas oublier les Coréens, les Chinois qui sont aux aguets. Passé 5 ans, elles screenent le marché et elles prennent les meilleurs. Et de plus en plus tôt, en fait. Et de plus en plus tôt. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait un fonds souverain? Alors, la BPI joue son rôle. Je pense qu'on a l'accueil. Mais honnêtement, mais ça serait peut-être la façon d'aller peut-être un petit peu plus loin. Oui, la BPI joue parfaitement son rôle. Aujourd'hui, les fonds grandissent beaucoup, mais c'est vrai que on n'a pas les fonds de pension en France, donc on n'a pas cette manne de financement qui nous permet d'avoir un matelas de toute façon à investir. Et il va falloir qu'on trouve d'autres types de solutions. Nous, on est parti de zéro il y a 7 ans et maintenant on a 1,5 milliard. Donc, mais si on en prend d'autres comme Tikeo, d'autres, ils ont grandi très vite. Donc cet argent-là, il existe. Ce qui serait bien, c'est que ça soit géré par des sociétés de gestion françaises plutôt que des sociétés de gestion américaines. Il faut nous laisser un tout petit peu le temps de grandir. Et peut-être aussi mettre en lumière le sens que nous mettons dans nos investissements, parce qu'on a voulu, nous, vraiment transformer la finance. On n'est pas les seuls, et mettre en lumière ces fonds qui respectent les entreprises, qui n'essayent pas de pressuriser le citron pour gagner le maximum d'argent. Nous, on les accompagne, on réinvestit dedans, on fait du capital patient, long terme. On insiste, nous, on a plus de 30% des entreprises dans lesquelles on investit qui sont dirigées et fondées par des femmes. Le marché, c'est moins de 10%. Ouais. Donc, je crois qu'il faut aussi se dire que si on met ça en lumière, ça va nous aider. Est-ce que c'est aussi un horizon européen, au fond? Bien sûr. Parce que notre marché, il est européen. Le marché est européen. Oui. Et quand on regarde les fonds européens, au fond,
beaucoup de leurs investisseurs sont européens et investissent dans des boîtes européennes. Et c'est sans doute le bon horizon pour avoir la taille critique, pour résister à ce qui se passe aux États-Unis avec des fonds qui sont des mastodontes, et puis avec ce qui arrive d'Asie, de Chine, de Corée, du Japon. Et puis on a aujourd'hui la chance d'avoir pas mal d'investisseurs qui sont soit des family office, soit des grands investisseurs européens qui s'intéressent au marché français. Ils y viennent un peu plus tard. Mais c'est vrai que s'ils venaient investir dans nos sociétés de gestion, ça serait très bien et on s'y emploie. C'est un appel. On va poursuivre avec Pauline Duval. Rebonjour, directrice générale du groupe Duval. Groupe familial, alors qui est quand même très diversifié. Dont on en parlera plus précisément dans la deuxième partie de l'émission, consacrée à la stratégie de l'entreprise. Votre cœur de métier, c'est quand même l'immobilier. L'immobilier à 360 degrés, j'ai envie de dire, des sociétés foncières. Vous investissez aussi dans le tourisme, dans les golfs. Alors concernant le marché immobilier, 2020 marqué par la pandémie, 2021 a été un bon cru. Comment ça se présente là pour 2022 ? Alors évidemment, en promotion immobilière, pendant le premier confinement, on a eu un coup d'arrêt. Tous les chantiers ont été arrêtés, et pas que chez nous d'ailleurs, partout. Ensuite, ça a très bien repris. Alors nous, on est promoteurs, on a effectivement aussi des foncières. Dans nos foncières, on a beaucoup de commerces. Donc je connaissais pas surtout le sujet Carrefour aussi, mais voilà, on a pas mal de retail parks partout en France. Et donc évidemment, la plupart ont dû être fermés aussi. Mais sauf que ces retail parks, finalement, c'est nous du commerce de périphérie de ville qui sont en région. Et c'est très vite reparti, finalement, une fois que les commerces ont pu rouvrir. Donc après, malheureusement, il y a eu d'autres temps d'arrêt avec d'autres confinements successifs. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est de pouvoir accompagner la plupart de ces commerces avec des franchises de loyer, entre autres. Et aujourd'hui, je pense que c'est plutôt bien reparti. La plupart ont quand même pivoté avec beaucoup de digital. Vous l'aviez dit au départ, donc c'est une bonne chose. Et au niveau de la promotion, si je dois y revenir, le seul petit hic que je pourrais dire, c'est finalement les délais de livraison des matériaux. Et aussi, du coup, l'augmentation, l'inflation, l'augmentation des prix de ces matériaux. Ça s'est un petit peu calmé, mais fin d'année, c'était quand même un gros sujet pour nous tous. Oui, parce que ça veut dire que des chantiers peuvent être retardés ou carrément arrêtés du manque de matières premières. Exactement. Et puis, ne serait-ce que même en plein milieu d'un chantier, on pouvait avoir des constructeurs qui nous disaient je ne m'y retrouve plus en termes de coûts, donc je dois réaugmenter mes tarifs que nous avions négociés initialement. Et donc sur le prix final, là, vous arrivez à mesurer aujourd'hui l'impact inflation, à quel moment ça va arriver chez le consommateur final qui, in fine, devra absorber une partie de l'inflation, même si vous avez, j'imagine, fait aussi votre part en interne. Bah ouais, évidemment. Alors malheureusement, nous, quand on a comme ça des constructeurs qui nous disent je suis obligé d'arrêter le chantier, il faut qu'on renégocie les prix, évidemment, ça va se faire répercuter sur le consommateur final. Après, nous, on essaye de faire attention à tous ces sujets. Là, c'est en train de se calmer, donc peut-être que finalement, ça ne se verra pas tant que ça. Mais bon, après, j'ai malheureusement pas de boule magique pour voir comment ça va évoluer. Et vous faites du retail park. Comment est-ce que c'est un peu le sujet depuis quelques années sur l'immobilier commercial. Voilà, on va réinventer l'expérience client, on va avoir de nouveaux lieux, on a des pure players qui passent en physique parce qu'ils se rendent compte que malgré tout, il y a une expérience en boutique, il y a une expérience de shopping qui n'est pas la même devant son écran ou sur mon téléphone, Chanel a la même taille que Lidl. Et donc évidemment, il y a un petit sujet, là, je vais me faire des amis. Mais comment est-ce que vous appréhendez ces transformations-là qui ont peut-être aussi été un peu accélérées avec la pandémie, où c'est vrai que si je prends mon cas très personnel, je commande un peu plus de choses sur le web que je ne le faisais avant parce que ça a été aussi des nouveaux usages. Comment est-ce que vous appréhendez ça ? Alors, il faut faire attention parce que nous, on est parisiens, donc c'est sûr que les livraisons, c'est aussi plus pratique. Et que suite à la pandémie, c'était plus anxiogène, je dirais, de prendre les transports pour aller dans une petite boutique en plein milieu de Paris, alors que finalement de prendre sa voiture et de se garer devant son magasin, c'était beaucoup moins anxiogène, et un magasin dans lequel on a 1000 mètres carrés. Voilà, donc il faut faire attention. Nous, tous les commerces qu'on a en patrimoine, c'est des commerces vraiment en périphérie de ville. Donc, on joue aussi sur les territoires, l'économie des territoires, et on crée de l'emploi aussi localement, via tous ces commerces.
Justement, cette crise du Covid, elle a modifié un petit peu la structure du marché immobilier, avec cette envie peut-être de se rapprocher. C'est un peu la revanche des villes moyennes, en fait. Oui, c'est vrai. Alors nous, on l'a vu avec nos partenaires commerçants. En fait, ils nous ont dit que leurs clients étaient revenus plus rapidement, finalement, dans ces grands magasins en dehors des villes, plutôt que dans les petits magasins en cœur de ville. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a changé. Ça a changé, oui. Et du coup, c'est la revanche des villes moyennes, parce que ce qu'on observe beaucoup depuis maintenant 1 an, c'est la flambée des prix de l'immobilier dans des villes où, au fond, avant, le marché était relativement flat, enfin, on croissait, mais pas de manière aussi rapide et aussi saccadée, et que le Covid, le télétravail, parce qu'il y a aussi l'immobilier de bureau, et souvent, les deux sont liés, c'est dans des programmes mixtes. Est-ce que ça, vous avez aussi, dans le marché, cette tendance que vous avez pu identifier de rebond dans des villes moyennes, et donc de gens qui, aujourd'hui, ont des difficultés à accéder à un logement là où ils travaillent? Alors oui, le prix de l'immobilier a augmenté aussi suite à l'offre et la demande, évidemment, de la plupart des personnes qui ont pu s'éloigner des très grandes villes pour aller dans des villes moyennes. Après, le télétravail a aussi permis à certains de sortir même des villes. S'ils n'avaient pas d'enfants pour les mettre à l'école. Mais voilà, je pense que c'est aussi temporaire. Finalement, à partir du moment où on a une famille, on doit être proche aussi des écoles. Finalement, on va pas aller tout le monde ne va pas aller à la campagne, je pense. Alors on parle de plus en plus aussi de construction durable. On évoquait avec Lara Guémard la finance durable. Vous avez pris le virage RSE il y a des années, mais où en est le secteur de l'immobilier en la matière? Est-ce que vraiment les acteurs y voient l'opportunité de se renouveler, ou est-ce que c'est quand même un petit peu un mariage de raisons? Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Clara aussi, c'est que finalement, on est presque obligé d'aller vers ces sujets innovants pour baisser notre empreinte carbone dans le bâtiment. Finalement, la construction, c'est un des secteurs les plus polluants. Donc on se doit d'aller... en plus, la plupart de ces grosses entreprises sont cotées en bourse. Donc finalement, aujourd'hui, elles ont des obligations pour... donc tant mieux. Nous, la taxonomie européenne. Voilà. Nous, en fait, on est un groupe familial engagé. Donc finalement, ça fait partie de notre ADN d'aller chercher des innovations pour améliorer notre empreinte carbone. Donc on est en permanente veille pour aller chercher des innovations. Le gros sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir industrialiser ces innovations. Parce qu'il peut y avoir des innovations qui vont fonctionner pour baisser notre empreinte carbone pour un bâtiment, un petit bâtiment, mais pas forcément à l'industrialiser. Alors après, il y a d'autres sujets. Il y a eu des idées de faire plus de construction en bois. Mais pareil, ça peut aussi être une fausse bonne idée, parce que si on va chercher le bois au Canada, je ne suis pas sûre que l'empreinte carbone soit bonne. Voilà, donc c'est tout un équilibre à trouver. Et cet écosystème d'innovation, vous évoquez le marché du bois. Il y a des entreprises en France qui se sont lancées là-dedans. Est-ce que la France est assez moteur sur ces sujets de nouveaux bâtiments, que ce soit de bâtiments basse consommation, de nouveaux matériaux? Est-ce qu'il y a une signature un peu française, européenne, ou est-ce que, au fond, l'innovation se fait un peu ailleurs? Non, je pense que les innovations sont un peu partout à ce sujet-là. Après, on le voit souvent dans les appels d'offres. Les maires poussent beaucoup pour ces innovations-là. Donc ça va dans le bon sens, effectivement. Après, faut faire attention justement à ce que le coût de construction, du coup, n'augmente pas tant, pour finalement le client final pour acheter son logement. Oui, il faut arriver à marier à la fois l'intérêt environnemental et le pouvoir d'achat. Et l'équilibre financier. Ça n'est pas simple. Et équilibre des territoires aussi, puisque vous êtes aussi un acteur du développement des territoires. Comment inscrire ces programmes immobiliers écologiquement responsables dans une démarche plus large de développement des territoires? Ouais, voilà, et en fait, nous, on essaye aussi, à chaque fois qu'on construit, de pouvoir planter des arbres, par exemple, créer des forêts urbaines autour de nos bâtiments ou à côté. Voilà, on essaye de faire en sorte que dans les territoires, on ne construise pas n'importe quoi.
Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut revoir un petit peu, repenser les territoires autrement, en incluant de nouvelles problématiques comme l'environnement, ok, mais les mobilités, je ne sais pas, penser plus à l'habitat partagé, l'habitat inclusif, penser aussi au bien-être de la population. Est-ce que ça, vraiment, on y est ou pas encore ? Ah non, je pense qu'on en est encore vraiment on est loin. loin. Ouais, la mobilité, c'est un gros sujet. Mais finalement, c'est comme, comment dirais-je, ce que vous venez de dire. On peut pas construire et continuer d'étendre nos villes sans mobilité. Et en plus de ça, ça va à l'encontre de ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, avec l'artificialisation des sols, par exemple. Donc il faut faire attention. Il faut peut-être aussi reconstruire certaines friches urbaines qu'il faudrait repenser, dépolluer. Donc, en fait, il y a pas mal de choses à voir avant d'aller construire un petit peu n'importe où. Oui, il y a beaucoup de dents creuses, il y a de la rénovation urbaine, il y a même, il y a des friches commerciales. Même à Paris, il y a des taux de vacances importants, de l'ordre de 10%. Donc, c'est la requalification. Et ça, c'est aussi un enjeu. C'est encore un autre enjeu. Ouais, le 1er février a été lancé France 2030. Ça va permettre un petit peu de répondre à tous ces défis. Là, ça va donner une impulsion. En fait, chaque année, il y a des impulsions, je dirais, différentes sur ces sujets-là. Donc, ça va dans le bon sens. Parfois, c'est aussi des gros appels d'offres autour de Paris, par exemple, avec des enjeux de rayonnement à l'international, finalement aussi. Et c'est aussi ce que la plupart de nos maires essayent de faire aussi, du rayonnement de leur ville en France. Donc, je trouve que tout le monde va dans le bon sens. Après, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment un enjeu d'équilibre financier et pas faire n'importe quoi et pas aller vers les fausses bonnes idées d'empreinte carbone. Voilà, pour concilier des logements de qualité tout en baissant l'empreinte carbone. Voilà. Vous restez avec nous toutes les deux. On va se tourner maintenant vers l'avenir avec Next Step. On va voir comment, dans ces secteurs en pleine mutation, vous envisagez le futur. Quelle place demain pour une économie bienveillante? Comment peut-elle créer de la valeur? Le modèle est-il viable à long terme? On continue d'en parler avec vous, Clara Guémard. Donc, vous avez créé RAISE il y a 8 ans. Comment est née l'idée? Parce que c'était quand même un sacré pari à l'époque. On ne parlait pas de toutes ces questions environnementales ou sociales, ou très peu, du moins pas autant qu'aujourd'hui. C'est né d'un article de Libération qui disait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Et avec Gonzague, on déjeunait ensemble ce jour-là et on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays ?» Notre pays est magnifique, il y a plein de talents, plein de potentiel. Ok, la politique économique n'est peut-être pas exactement celle dont on rêve, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos jeunes aient le sentiment qu'ils aient un avenir? Et on s'est dit la meilleure façon de faire, c'est d'aider les entrepreneurs, puisque les entrepreneurs, c'est eux qui créent des emplois. À l'époque, on avait un vrai problème de chômage en France. Et plutôt que de créer une fondation où il aurait fallu faire la quête, on s'est dit on va créer une machine économique sur un métier qu'on connaissait bien, qui était celui du private equity, enfin, que connaissait particulièrement bien Gonzague, parce que je pense que c'est un des plus anciens du private equity en France. Et on est parti, on a acheté un scooter et on s'est dit on va aller voir les grandes réussites françaises. On est allé voir toutes les entreprises du CAC 40. Ce n'est pas leur métier d'investir dans des fonds, mais ils l'ont fait. Et on leur a dit, on va investir dans des belles PME qui sont trop petites en France, pas assez internationales, pas assez capitalisées. On va leur donner du capital patient, minoritaire, bienveillant. Et on va vous offrir une rentabilité équivalente à celle de n'importe quel autre fonds. La différence, c'est que nous, l'équipe, sur le reversement du dividende, qu'on appelle le caride pour l'équipe, nous, la moitié, on va la donner à une fondation pour l'entrepreneuriat. Il y a pas mal d'investisseurs qui ont joué le jeu et qui ont anticipé notre don. Et le résultat d'aujourd'hui, c'est qu'on a commencé par du private equity classique. Maintenant, on a un fonds d'impact de 250 millions d'euros. On a un fonds immobilier de 500 millions d'euros. On a un fonds venture qui fait à peu près 100 millions d'euros. Et on vient de créer un fonds de Seed for Good pour les startups avec une méthodologie ESG dès le départ, avec la parité dans nos équipes, puisqu'on est à parité totale dans toutes les équipes et avec un management binôme, parce qu'on s'est dit Gonzague Clara, c'était sympa, donc on va faire Mathieu Alexandra, on va faire Arnaud Séverine. Ça fonctionne. L'avantage, c'est que personne ne peut dire c'est moi.
Personne ne peut dire je, c'est toujours du collectif. Et dans ce métier où finalement on mise sur des entreprises, on mise sur des gens, le dialogue est absolument essentiel. Et ce travail collectif, il est bâti dès le départ, puisque de toute façon on est à parité, donc on doit décider ensemble. Et la fondation Reste Sherpa, elle a vu plus de 5000 startups. Elle en accompagne 450. Elle fait des prêts d'honneur à 100 000 euros, taux zéro, 2 ans de différé, pas de garantie, des prêts à 500 000 euros. On est en train de lancer un nouveau produit qui va permettre à des gens qui ont envie de donner d'investir leurs dons dans des startups, de multiplier le don avant de le distribuer à des associations ou d'accompagner des entrepreneurs. Donc on est hyper créatif dans la façon dont ça s'appelle Feature. Et au fond, ces projets-là, ils viennent aussi des équipes. C'est les équipes qui les créent parce qu'on a recruté des gens généreux, donc curieux, et qui ont envie de réinventer la finance, qui ont envie de réinventer la générosité, et qui ont surtout envie de participer à la création de ce nouveau monde qui nous porte. Parce que certes, il y a cette peur climatique. Mais cette peur climatique, c'est un potentiel d'imagination, de créativité, justement pour y répondre. Ce mur est aussi... c'est souvent devant le mur qu'on devient inventif, créatif, etc. Et là, franchement, en France, moi, je fais un métier, c'est que du bonheur. Tous les matins, tous les jours, on rencontre avec Gonzague des entrepreneuses, des entrepreneurs qui ont des idées, qui sont centrées là-dessus. Et comme elles ont décidé que c'était un marché, alors que les grands groupes l'ont vu comme une contrainte, eh ben, elles bâtissent des nouvelles opportunités. Si je prends l'exemple de Castelli, c'est une entreprise qui a décidé qu'il fallait justement que dans les entreprises, il n'y ait plus de bouteilles en plastique ni dans les restaurants. Donc elle a fait des fontaines à eau, elle s'est vraiment fondée là-dessus. Jean Bouteille s'est dit il faut qu'on n'ait plus qu'on n'achète plus le shampoing avec la bouteille, donc on revient avec sa bouteille et on la re-remplit, etc. Et c'est parce que le mindset était environnemental et social qu'il y a des nouvelles opportunités qui sont créées. Et le profil des investisseurs du départ, qui étaient au fond les grands groupes, est-ce qu'il a un peu changé aujourd'hui? Parce que ça intéresse évidemment au-delà des grands groupes dans la démarche, dans la philosophie, et aussi dans la diversification du portefeuille et des activités de raise. Est-ce que ça a un peu bougé ou pas? On a bien sûr aussi les institutionnels comme tous les fonds, on a des family office, mais ce qui est très intéressant avec les grands groupes, c'est qu'on a bâti une vraie alliance avec eux, puisqu'on leur apporte le vivier des startups. Eux connaissent les startups qui sont dans leur secteur, mais nous, à la Fondation, plus de la moitié des startups qu'on voit ne lèvent pas d'argent. Donc elles ne vont pas voir les grands groupes, elles n'en ont pas besoin, et elles ont des technologies qui peuvent leur être utiles. Et je voudrais remercier Pauline, parce que Pauline est une actrice importante chez Raise, elle fait partie de notre comité d'orientation. Et Pauline, avec le groupe Duval, a participé à notre prix David avec Goliath, parce que Duval, le groupe Duval accompagne beaucoup de startups. Et c'est un échange d'open innovation et de savoir. Et c'est ce qui nous a aussi permis de créer Raise Lab, qui est un lieu d'innovation partagée dans Paris, qui permet de travailler de façon opérationnelle sur ces sujets. Ouais. La loi Pacte a changé le mindset, parce qu'on parlait de mindset, on sait bien qu'on ne change pas un état d'esprit ou une culture par la loi, en tout cas, ça ne suffit pas, ça accompagne. Mais est-ce que les sociétés à mission, les débats sur la raison d'être, et où, pour le coup, cette loi a été bâtie avec des entrepreneurs, c'était un peu l'idée d'avoir des binômes, un parlementaire, un chef d'entreprise, pour que ça dialogue plus intelligemment. Est-ce que vous sentez que ça a été un accompagnement suffisant? Est-ce qu'il faut faire plus de choses peut-être sur ce Il y a vraiment un avant et un après la loi Pacte, parce qu'avant, on n'avait que Bicorp. Bicorp, c'est très bien, mais c'est américain. Là, on a une entreprise à mission. Nous, on se prépare à être entreprise à mission. On a aujourd'hui tous les éléments pour l'être. On accompagne nos entreprises qui veulent l'être. Et vous savez, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, d'avoir un corpus qui permette aux entreprises de définir leur raison d'être
et de définir si elles veulent être Bicorp, entreprise à mission. C'est très important. Et en plus de ça, c'est la réalité de l'entreprise. On n'embarque pas les salariés autour de simplement un chiffre d'affaires. On les embarque sur une mission, sur leur raison. Il faut qu'ils viennent le matin en se disant je suis heureux de faire ce que je fais. Nous, la magie de Race, c'est que non seulement ils sont heureux de réussir dans ce qu'ils font, mais ils sont aussi heureux de donner parce qu'ils voient la réussite des autres. Nous, les premières startups qu'on a accompagnées, c'est des licornes. C'est Mano Mano, c'est Miro, c'est Celency, c'est Exotech, qui est la dernière qu'on a financée. On leur a filé 100 000 € au début quand ils y démarraient. On est extrêmement fiers. Et comment vous les avez choisis? Parce que ça, c'est des réussites dont vous êtes extrêmement fiers. Comment vous les avez choisis? Et puis avec le recul, est-ce que vous ne dites pas, il y en a que finalement, mince, que j'ai laissé passer? Alors, oui, on en laisse toujours passer. Là où c'est un peu dommage, c'est qu'on n'avait pas on n'avait pas le venture à l'époque, donc on n'a pas pu investir dedans, mais on est en train de se rattraper avec de futures licornes. Non, en fait, la méthodologie, elle est assez simple. C'est que ce sont les investisseurs, enfin les équipes d'investissement. Alors évidemment, c'est Race Sherpa qui fait la présélection et qui maintenant commence à avoir beaucoup de bouteilles. Mais nos investisseuses et nos investisseurs qui ont fait le don viennent choisir les entreprises qu'on va accompagner de façon philanthropique. Donc elles ont la même exigence qu'elles peuvent avoir sur un investissement. L'exemple de Bird Office, par exemple, c'est une start-up qu'on a accompagnée au début. On lui a dit ton BP, ça va pas. Il a retravaillé pendant 6 mois, il est revenu. Et on lui a fait un point d'honneur. Et après, on a investi dedans. On a investi par le fonds Venture. Et il nous dit tout le temps, mais je vous remercie parce que vous nous avez vraiment accompagnés. Vous nous avez permis de nous améliorer. Vous avez été exigeants sur certains aspects. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de grandir extrêmement vite. Donc, le rôle de l'accompagnement de Race Sherpa, c'est une forme c'est des formations. Il y a des webinars tous les jours sur tous les sujets. Comment gérer sa trésorerie, comment embaucher, comment aller à l'international. Des sujets extrêmement pragmatiques pour les startups qui peuvent être éduquées en permanence. Et puis, elles peuvent avoir des accompagnateurs, elles peuvent participer à des formations, elles peuvent avoir du financement. Donc, tout ça est philanthropique, donc ça ne leur coûte rien. Donc, alors, moi, comme il y a de richesses que d'hommes, et de femmes. Enfin, Jean Baudin, à l'époque, n'était pas encore totalement paritaire, on va dire, on va progresser. Comment est-ce que vous attirez les talents? Parce que c'est un business qui est très capital intensive, c'est sûr, mais qui, au fond, repose sur les personnes qui portent les projets qu'elles vous amènent. Et comment est-ce que vous choisissez vos collaborateurs? Et est-ce que les collaborateurs qui sont chez vous aujourd'hui, ils étaient là au début? C'est des gens qui restent longtemps ou pas? Alors oui, on en a qui étaient là depuis le début et on a grandi avec eux. Ils ont grandi avec nous. Je peux citer le directeur financier Romain Broutier qui est devenu directeur financier de l'année. Et quand il a démarré, il sortait de la BNP où il faisait de la banque privée. Donc, il n'avait pas du tout la formation et puis il a grandi d'une façon incroyable. Donc, mais il n'est pas le seul. Ils sont nombreux ceux qui étaient là depuis le début et puis qui sont maintenant les piliers de la maison. Et comme on grandit vite et qu'on fait des choses qui ont du sens, le recrutement, c'est vraiment pas la chose la plus difficile. Ouais. Au départ, ce qu'on avait peur, c'est de ne pas pouvoir recruter des femmes. Parce que 98% des gens dans le private equity étaient des hommes. Mais on s'est dit, on va recruter une, on va recruter deux, et comme ça va être les meilleurs, parce que si elles ont survécu dans ce monde-là, c'est que ce sont des stars. Et on les a pris jeunes, on les a formés, et aujourd'hui, on a parité totale. Et on continue avec vous, Pauline Duval. Donc, vous partagez avec Clara Guémard cette idée d'un entrepreneuriat au service du bien commun. Donc, on le redit, votre groupe est présent dans de multiples secteurs, l'immobilier, le conseil, l'assurance, le recyclage de déchets en Afrique, la microfinance, etc., les résidences seniors aussi. Quelle est la cohérence entre tous ces secteurs? Alors, on est d'abord un groupe familial d'entrepreneurs engagés. C'est vraiment ça, on a cette culture entrepreneuriale. En fait, on a commencé en tant que promoteur immobilier. Aujourd'hui, on a une dizaine d'agences partout en France et chaque région a son patron et il est actionnaire de sa filiale. Et c'est comme ça un peu partout dans chacun de nos métiers. Et je pense que finalement, le groupe familial, c'est en règle générale un groupe qui est profilé pour faire de l'impact. Ça fait partie de notre ADN. Nous, on a vraiment cette vision long terme
cet actionnariat qui est stable. On a envie de transmettre finalement à nos enfants quelque chose de meilleur. Donc, on est profilé pour faire de l'impact. On en a toujours fait. C'est pour ça aussi qu'on aime bien faire de l'innovation positive. Donc, on parlait tout à l'heure de l'immobilier, de la construction. On est en veille permanente. Moi, je suis en fait à côté Business Angel. Et en fait, ça fait 8 ans, je viens de me rendre compte, depuis 2014, que j'investis dans des startups. La première, d'ailleurs, c'était Lydia. Vous avez eu du flair quand même à l'époque. Hein. Voilà. Mais en fait, j'ai eu du flair, je ne sais pas. En fait, c'est une aventure humaine, surtout. Et c'était une rencontre que j'ai eue avec Cyril Chiche et Antoine Porte. Et je me suis dit, c'est dingue, c'est génial, j'ai envie de les accompagner. Et j'ai voulu aussi m'appuyer finalement sur le groupe. On a tous ces métiers que vous venez de citer, mais aussi on a tout intégré dans le groupe, tous les services support. Donc que ce soit les RH, la com, la comptabilité, le contrôle de gestion, le juridique. Et en fait, je trouvais à l'époque que la valeur ajoutée de ces entrepreneurs, c'était pas de gérer tous ces sujets administratifs, mais c'était plutôt d'être vraiment sur leur business. Donc moi, je pouvais aussi gratuitement leur permettre d'avoir accès à des experts métiers ou des experts dans nos services support pour les aider à faire tous ces sujets administratifs. Alors encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai certaines startups qui sont très matures et qui m'appellent encore en me disant là j'ai un bail pour mes nouveaux bureaux, tu peux les regarder. Et évidemment, on le fait avec grand plaisir. Et donc pour revenir à la construction, je dirais que donc on aime bien être en veille permanente. J'ai depuis peu, d'ailleurs, je regarde vraiment attentivement une start-up dernièrement sur une nouvelle utilisation de ciment vert qui vient des déchets de construction précédentes qu'on transforme pour pouvoir réutiliser. Voilà, et on essaye de les aider à industrialiser leur process, à grandir avec le groupe. Donc voilà, c'est un équilibre entre business. Donc les boîtes où vous investissez, où vous hébergez, vous les faites aussi bosser et vous testez un peu sur les projets du groupe. Évidemment, plus il y a de synergie, plus on peut les aider à s'industrialiser, à se reposer sur un groupe à côté pour les faire grandir. Mieux c'est, donc on a à peu près les mêmes valeurs. C'est pour ça qu'on s'entend. Accompagner Smart Hub. Voilà, en l'occurrence. Je sais que les valeurs familiales sont partagées autour de la table parce que c'est quelque chose d'important. Il y a un enjeu fou qui est devant nous, qu'on repousse un peu en permanence depuis très longtemps, qui est que 4 générations vont cohabiter. Et vous avez une activité Happy Senior. Alors, on n'est pas sur les maisons de retraite dont on parle beaucoup en ce moment, et évidemment le sujet est très compliqué. Mais du coup, comment est-ce que c'est quoi la promesse d'Happy Senior? Je crois que c'est des résidences seniors avec un haut niveau de service. Et au fond, ça permet peut-être aussi de retarder le moment, toujours un peu plus compliqué, où il faut médicaliser les démarches, etc. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous positionnez? Vous l'avez très bien expliqué, je vais vous embaucher. C'était très sympa, mais je vais... non, encore pour Happy Senior, Benjamin. Voilà. Je suis un jeune retraité, moi, pour ça. En fait, c'était, voilà, on voulait... à l'époque, on avait des EHPAD qu'on a revendus. Et en fait, on voulait... Pourquoi vous avez arrêté les EHPAD? En fait, très contraignant. Et puis aussi au niveau du développement, pour pouvoir se développer dans de nouveaux endroits, il fallait avoir beaucoup d'autorisations. Et puis aussi, c'était lié avec beaucoup de collectivités qui pouvaient abonder et subventionner ce genre d'établissement. Et on sait tous que ce n'était pas de moins en moins évident pour que ces collectivités subventionnent. Donc, on a voulu céder cette partie pour pouvoir se mettre vraiment sur des résidences services seniors. Donc, arriver auprès de jeunes seniors, si je puis dire, qui sont encore très autonomes. Et puis, on a aussi, dès le départ, essayé de réfléchir à se dire, OK, beaucoup de ces jeunes seniors sont parfois obligés de vendre leurs actifs, leurs biens immobiliers, pour pouvoir se payer finalement ce genre de résidence. Donc on voulait réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour les accompagner, à ce qu'ils ne cèdent pas leurs biens immobiliers, qu'ils le gardent en patrimoine pour pouvoir peut-être le transmettre à leurs enfants ou leurs petits-enfants, mais les aider à gérer ce bien immobilier pour pouvoir financer finalement leur venue dans une résidence service senior. Donc nous, contrairement à ces EHPAD, on n'est pas médicalisé, vous l'avez justement dit, et donc c'est vraiment que des services qu'on leur apporte. D'accord. Voilà. Il y a un point aussi sur lequel vous rejoignez Clara Guémard, c'est la parité, puisque j'ai vu que 40% de vos investissements concernent des startups fondées par des femmes. Oui. Ça, c'est une volonté.
vous dites, voilà, En fait, au départ, pas du tout. J'avoue que je n'avais pas vraiment réfléchi depuis 2014. D'ailleurs, la première, c'était qu'avec des garçons. Donc, voilà. Mais ensuite, petit à petit, j'ai continué. J'ai investi dans une trentaine de startups. Et à un moment donné, il y a eu la charte Sista qui s'est lancée. J'ai trouvé ça génial comme opportunité. J'ai évidemment signé cette charte. Et je me suis dit, bon, attends, je vais quand même regarder ce que j'ai dans mon portefeuille. Et en fait, il s'est avéré qu'à l'époque, j'avais 40% de femmes qui dirigeaient ou co-dirigeaient les startups que j'accompagnais. Donc, j'étais assez fière. Et ce qui montre que je ne dois pas avoir de biais lors de mes investissements. Mais finalement, c'est la même chose dans notre entreprise familiale. On a 54% de femmes. Et on a beaucoup de femmes qui sont à des postes à responsabilité. Voilà, c'est ce qui nous tient à cœur, la parité. Et puis, on a été l'un des premiers aussi à mettre en place le Parental Act avant que la loi sorte, 1 an et demi avant que la loi sorte. Donc, c'était aussi une belle fierté que j'ai pu mettre en place chez nous. Et vous avez traversé la Méditerranée avec des activités en Afrique, désormais. Oui. Est-ce que c'est un futur terrain de jeu de développement d'activités très fortes, ou est-ce qu'on va rester sur des activités parfaitement nobles, mais qui sont autour de la microfinance ou du recyclage, ou est-ce qu'on peut se dire que le groupe Duval va demain avoir des activités qu'il exerce en France depuis longtemps sur le continent africain? Oui, c'est ce qu'on fait déjà en fait. On se développe beaucoup sur nos métiers historiques à l'origine, donc promotion immobilière et investissement immobilier. Et on se développe aussi sur de la microfinance, de l'assurance. On a aussi développé certaines de nos activités d'exploitation. On a maintenant, on gère le golfe de Kigali au Rwanda. Et puis, on espère aussi pouvoir développer les résidences d'affaires dans les grandes métropoles africaines. En travaillant avec des entreprises sur place. Évidemment, ouais. Pour pouvoir impliquer et en investissant dans des entreprises africaines. Et en fait, à chaque fois, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on crée un emploi en Afrique direct, on crée 5 emplois indirects. Donc, on a aussi pas mal de... On travaille aussi avec des écoles de formation parce que dans le bâtiment, finalement, on va avoir des gros besoins. Donc, on fait de la formation avec de l'alternance. On est en train de former des plombiers, par exemple. Et puis, comme ça, on peut les faire venir sur nos chantiers pour qu'ils appliquent finalement ce qu'ils auront appris. Allez, il nous reste 1 minute 35. Peut-être une petite dernière question. Je ne sais pas, Benjamin, vous avez une question? Non? Sinon, moi, j'ai fait un tour assez exhaustif. Bon, alors, sinon, une petite question peut-être plus... On peut. Oui? Vas-y. Non, Benjamin? Moi, sur le développement en Afrique, à nouveau, j'y reviens. Est-ce que c'est essentiellement l'Afrique plutôt francophone ou pas? Parce que c'est un des gros sujets de la présidence. Alors, il y a eu la présidence française, bien sûr, mais au-delà de ça, on voit les investissements arriver d'Asie, notamment, dans des pays historiquement très francophiles, très francophones. Comment est-ce qu'on y résiste? Et est-ce que, au fond, c'est ça la stratégie, d'aller plutôt dans les endroits francophiles et francophones ou aller ailleurs? On voit que Nairobi accueille de plus en plus de Français qui parlent exactement une tradition de francophonie. On voit que l'Afrique du Sud accueille de plus en plus de Français, et donc que d'autres grands pays africains, qui sont des moteurs de la croissance africaine, sont aussi des pays qui accueillent des Français. Est-ce que c'est aussi là la stratégie du groupe? Alors, à l'origine, pour nous, c'était facilité d'aller dans des pays francophones. Ouais. Donc, on est plutôt Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Togo, mais on est aussi au Rwanda, comme je vous le disais, qui est un pays formidable. Donc, mais on parle pas mal français aussi là-bas, vous me direz. Donc voilà, on n'est pas encore en train de regarder le Kenya ou l'Afrique du Sud, peut-être dans un second temps, mais déjà 6 pays, c'est déjà pas mal pour nous. Imagine des résidences seniors au soleil. Pourquoi pas? C'est encore autre chose. Merci, allez, on va poursuivre avec les bonnes notes du mois. Et c'est donc parti pour les bonnes notes du mois. Votre bonne note, Benjamin, honneur aux apprentis? Alors, ce n'est pas une bonne note ce mois-ci que je vais décerner, mais c'est 718 000 bonnes notes. Donc, vous voyez, je suis très généreux. 718 000, c'est le nombre de jeunes qui ont signé un contrat d'apprentissage en 2021. C'est un peu plus de 200 000 de plus que l'année passée. C'est 2,5 fois plus qu'il y a 4 ans. Et donc, c'est une révolution à bas bruit qui s'opère dans un pays où, très longtemps, seuls les diplômes ont fait office de sésame pour réussir sa vie.
L'apprentissage trouve enfin ses lettres de noblesse au pays de Socrate dans le système français. Vous le savez, le monde intelligible a toujours été bien supérieur au monde sensible. Eh bien, nous l'avons longtemps regardé avec dédain, considéré comme une voie de garage, et pourtant, il a beaucoup à nous offrir, l'intelligence du réel, l'intelligence de situation. Beaucoup des chefs d'entreprise qui viennent ici, qui sont nos invités ou qui écument les plateaux de Bismart, eh bien, le disent à longueur de plateau. Donc nous, moi je suis très heureux de cette réussite française. On n'est pas encore totalement au niveau de nos voisins allemands. En Allemagne, 60% des élèves qui ont terminé leur scolarité se lancent dans une filière par l'apprentissage. Et donc après ça, ils sont 1 300 000. On est à 700 000. On a eu un énorme effet de rattrapage, mais on aime se comparer avec nos voisins outre-Rhin, donc on a encore un petit peu d'efforts à fournir. En tout cas, c'est du gagnant-gagnant que de faire ce pari-là, à la fois pour le jeune qui apprend un métier et qui bien souvent trouve un job à la sortie parce qu'il est embauché par celui qui a eu un apprentissage. Et puis c'est gagnant aussi pour l'entreprise parce qu'on construit une relation dans la confiance et on sait à quel point la valeur du capital humain dans l'entreprise fait la valeur finale de l'entreprise. Donc voilà, très heureux de ce résultat magnifique sur l'apprentissage en France. Bravo aux apprentis, ça vous parle puisque vous avez investi dans une école d'apprentissage. Oui, voilà. D'alternance aussi. D'alternance aussi. Votre bonne note moi, j'en ai 2 bonnes notes. Je vous ai parlé de PowerZ, qui était une start-up qui faisait des jeux vidéo éducatifs pour enfants. Ils ont créé une fondation. Ils viennent de signer cette semaine un partenariat avec l'école de Drancy, avec 300 élèves. Ils se sont rendus compte que dès le CP, les enfants étaient accros à la tablette. Et donc, ils vont donner gratuitement ce jeu éducatif qui leur apprend à lire, à écrire, à compter. C'est la première bonne note. Et la deuxième, c'est l'alliance entre L'Oréal et Isaït. Benjamin en a parlé tout à l'heure. L'Oréal essaye d'offrir du maquillage virtuel. Et Isaït, c'est une start-up qui a été montée par une femme exceptionnelle, qui a eu l'idée de proposer aux femmes qui sont obligées de rester chez elles, mais qui ont un projet, qui sont en Afrique, qui sont en Inde, qui sont dans tous les pays du monde. Il y en a 1800 dans le monde. Et elle leur offre un job de hiteuse, où elles vont taguer sur Internet la bonne couleur de peau, le bon maquillage, parce que même si beaucoup de choses se font de façon électronique, il faut le regard humain. Et elles les gardent pendant 2 ans. Ça leur permet de financer leur projet et après elles regardent leur projet. Et L'Oréal, il a trouvé tout un intérêt parce que ces hiteuses, elles sont dans le monde entier. Donc elles sont de toutes les couleurs de peau, elles sont de toutes les textures de cheveux et ça répond aux besoins que L'Oréal avait besoin. Et puis je vais en profiter parce que je vais offrir à Florence le Trend Report qui est le Trend Report que nous avons conçu chez Raise et qui vous donne toutes les tendances et toutes les plus belles startups dans les tendances du marché qu'on a évoquées tout à l'heure. Bah, écoutez, merci beaucoup. Comme ça sera un vivier pour vos futurs, vos futurs invités. Pauline Duval, vos bonnes notes, vous en avez 2 aussi. Oui, j'en ai 2. Alors j'ai déjà Time for the Planet, qui est un mouvement citoyen qui fonctionne un peu comme un incubateur. Il doit malheureusement changer de nom. Ah bon ? Il paraît, oui. Qui va en fait repérer, financer et déployer des innovations pour, en fait, dans le but de réduire les gaz à effet de serre. Et tout ça, en fait, en open source pour le monde entier. Donc, je trouve ça assez génial. Et en fait, tout le monde peut devenir actionnaire. Vous pouvez acheter une action pour 1 €. Donc, n'hésitez pas, Benjamin. Et la deuxième, c'est le manifeste que vient de sortir Impact France, qui est un manifeste pour l'économie de demain. À l'époque, on a fait beaucoup de choses avec la French Tech et la Startup Nation. Alors, j'aimerais bien qu'on mette aussi beaucoup d'énergie à ce qu'on devienne peut-être l'Impact Nation d'ici quelques années. Voilà pourquoi j'ai mes 2 bonnes notes liées à l'économie de demain. Et Time for the Planet, pourquoi il faut changer le nom ? Qu'est-ce que c'est Je sais pas, j'ai vu que vous avez un procès sur Time for the Planet et qu'il faudrait sans doute qu'ils changent de nom. Ce qui est dommage parce que la fille est géniale. Bah Et l'idée, au-delà de ce que dit Pauline, qui est formidable, c'est d'ouvrir le capital. Tout le monde peut devenir actionnaire. Ouais. C'est pas que les gens. C'est du crowd. C'est du crowd. Du crowd investing. Pas d'equity. En bon français. Comme Jacques Toubon doit être content d'entendre l'émission. On a été vraiment au top sur la langue de Molière. On a parlé du NFT, du Web3. On est vraiment parfait. Merci Clara Guémard, merci Pauline Duval. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr nous retrouver tout ce week-end sur Bismart. Rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux invités pour découvrir de nouvelles stratégies.